Europe 1, 11h30. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Alors pour faire le point sur la scoliose, ses causes, son dépistage et ses traitements, place maintenant à notre invité. Bonjour docteur Jean-François Catanzarati. Bonjour. On l'a bien dit, ça va? Ça va? Oui, c'est ça. Catanzariti. Ah, je suis dyslexique. Catanzariti. Merci, bonjour, merci de m'accorder le droit de vous appeler Jean-François. Vous êtes spécialiste en médecine physique et de réadaptation au CHU de Lille, chef de service au centre de rééducation pédiatrique Marc Sautelet et vous êtes également médecin à la maison de la scoliose à Lille. Alors pour bien comprendre ce qu'est une scoliose, est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale ? Alors une scoliose, c'est une déformation dans les 3 plans de l'espace de la colonne vertébrale. Alors le plus commun, c'est de le voir de face, et on a l'impression de voir un S. D'accord. Mais en fait, c'est un peu plus complexe puisque ça tourne en même temps. Donc ça fait une vrille. L'image qu'on donne aux enfants, c'est un escalier en colimaçon. Ah, voilà. Et donc, c'est une pathologie qui survient surtout pendant l'adolescence, parce que c'est le moment où il y a la croissance qui est la plus importante. Et pourquoi alors justement? Parce qu'on grandit trop vite et du coup, ça va vriller. Ça fait partie des raisons. Il n'y en a pas à l'âge adulte, je veux dire, du tout? Si, il y en a aussi, bien sûr, à l'âge adulte. Déjà, ceux qui vieillissent avec leur scoliose. Voilà. Et il y a aussi l'arthrose qui crée des scolioses, des déviations chez les adultes. Et c'est pas la croissance qui crée la scoliose, mais c'est la croissance qui révèle la scoliose. Je crois que c'est plus souvent chez les filles. Comment on explique cette différence? Alors oui, effectivement, chez les adolescents, ça touche 8 filles pour un garçon. Alors les chercheurs de la Fondation Cottrell qui travaillent sur cette thématique pensent que les garçons ont une protection peut-être par rapport à leurs hormones, notamment la testostérone, qui serait peut-être protectrice sur le développement de la scoliose, mais ce n'est qu'une hypothèse. Pour l'instant, ça reste encore flou. C'est une maladie qui reste assez mystérieuse. En tout cas, dans le partage, on va dire, c'est quoi? 60% de filles, 40% de garçons? Ah non, c'est 80. C'est 8 filles pour un garçon. Ah oui, c'est donc énorme la différence. Et ça touche combien d'ados à peu près? 2% des ados entre 10 et 16 ans. C'est pas mal, c'est pas une maladie orpheline, mais c'est quand même pas négligeable. Ah oui, 2%. Alors je crois qu'il n'y a pas une seule forme de scoliose. Vous avez décrit cette image qui est très précise, donc de l'escalier en colimaçon. Mais je crois qu'il y a des scolioses, donc ça veut dire que parfois ça fait colimaçon, parfois ça fait autrement, c'est ça? En fait, il y a plusieurs types de scolioses à la fois sur la gravité. Les scolioses vont être embêtantes que dans 2 cas sur 3 parce qu'elles vont être soit évolutives, soit graves, c'est-à-dire dépasser un certain angle. Nous, on les mesure en fait sur des radiographies, on mesure l'angle de la scoliose. Et quand cet angle fait 25-30 degrés, on appelle ça une scoliose majeure. Et en dessous, c'est les scolioses mineures qui vont pas poser de problème particulier à l'âge adulte. Ensuite, vous avez des scolioses qui touchent plutôt le bas du dos ou d'autres qui touchent plutôt le haut du dos. Donc, on va les différencier de cette sorte-là. J'ai en tête le mot syphose, c'est un rapport ce truc-là? Non, oui et non. Ça touche quand même la colonne vertébrale. Oui. Donc, en fait, la syphose, c'est une déviation de la colonne vertébrale vers l'avant. C'est quand on est trop cambré, c'est ça? Non, trop cambré, c'est la lordose. Moi, c'est ce que j'ai presque. D'accord. Alors la syphose, on va dire, entre guillemets, c'est la maladie des adolescents, c'est-à-dire qui sont beaucoup sur écran, sur leur portable, qui vont un petit peu se laisser aller. Avec le haut du dos un peu voûté, la tête en dedans. C'est quand même assez exceptionnel que ça soit grave. Ça peut arriver. Je crois que vous avez un record dans votre centre en termes de déviation. C'est combien? C'est la scoliose la plus importante que j'ai vue, sans cause particulière. C'était 140 degrés. Enfin, vous imaginez. Ça veut dire quoi? On se rend pas compte. En fait, on va mesurer l'angle sur la déviation de la colonne vertébrale, et cet angle-là fait 140 degrés. Énorme. Il peut marcher comment? Dans quelle phase? Alors, le corps est très adaptable chez l'enfant, et il va tout faire pour mettre sa tête droite et son bassin le plus droit possible, et il va pouvoir dérouler. Il est évident que cet enfant a été opéré. Voilà. La syphose, non, la scoliose, pardon, un enfant qui a donc une scoliose, on a bien décrit ce que c'était, on a l'image de l'escalier en colimaçon. Est-ce que ça leur fait mal? Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir, c'est un enfant qui souffre? Alors, normalement, ça ne fait pas mal, en théorie. Aujourd'hui, beaucoup d'ados ont mal au dos, en fait. En dehors de la scoliose, je pense, en raison des écrans, des mauvaises postures, du manque d'activité physique. Il y a une étude qui vient de sortir. Alors, ça touche l'Occident en général, avec vraiment une très forte diminution de l'activité physique chez les ados depuis 20 ans. Et on est très très mauvais. C'est-à-dire qu'on est classé 18e, je pense. Donc, on encore plus, et qui touche encore plus les filles, qui font encore moins d'activité. Or, comme on l'a dit, c'est une maladie qui touche plus les filles que les garçons. Mais ça veut dire que quand on a une scoliose, on peut faire du sport, il faut faire du sport? Il faut faire du sport. Parce que votre rachis va tenir
par les muscles. Donc si vous n'avez plus de muscles, vous avez donc forcément à vous déstabiliser et aggraver votre scoliose. Donc il faut faire du sport. Pendant longtemps, on a contre-indiqué le sport. On a dit il faut faire que la natation. C'est une erreur. Il y a beaucoup de fausses croyances sur la scoliose concernant le sport. Et on peut faire tous les sports, y compris les sports asymétriques, parce qu'on a longtemps dit genre tennis. Voilà, tu joues au tennis, c'est pour ça que tu as une scoliose, tu joues... voilà, ça c'est faux. Les études montrent qu'il n'y a pas plus de risque quand on a une scoliose grave de faire du tennis même à haut niveau. Les deux sports qui nous posent problème aujourd'hui, c'est la gymnastique et la danse classique, mais à haut niveau, c'est-à-dire plus de 10 heures par semaine. D'accord. Parce que ça assouplit beaucoup le rachis et ça ne va pas améliorer la scoliose, au contraire, ça risque de l'aggraver. Eh bien, docteur, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec vous et surtout avec cet éclairage sur la scoliose. On va rentrer en consultation en quelque sorte à présent. On va expliquer quels sont les signes qui doivent nous alerter, quels sont les examens pour les enfants concernés et surtout, quelles sont les solutions pour améliorer leur état. On vous explique tout, alors surtout, vous ne bougez pas et vous restez bien avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Nous sommes toujours dans notre dossier santé consacré ce matin à la scoliose. On fait le point avec le docteur Jean-François Catanzariti, spécialiste en médecine physique et de réadaptation au CHU de Lille, chef de service au centre de rééducation pédiatrique Marc Sautelet et également médecin à la maison de la scoliose à Lille. Alors docteur, vous dénoncez le fait qu'il n'y ait plus de dépistage scolaire de la scoliose. On le faisait vraiment avant? Moi je me souviens pas. Non plus. Je suis plus vieux que vous, donc moi je m'en souviens bien, on était en randonnion et on passait derrière nous, on nous faisait pencher en avant et on regardait si on avait ce qu'on appelle une gibbosité, c'est la bosse en fait qui est due à cette vrille. Quand on dit quelqu'un est bossu, c'est des scolioses extrêmement graves et donc ça prend... Allez, 20 secondes, 30 secondes. Ça y est, je me souviens maintenant. C'est ça qui a regardé. Mais ça s'est arrêté en quelle année moi, j'ai fait tout le collège. C'est vraiment, en fait, aujourd'hui, la Fondation Cottrell préconise, les chercheurs de la Fondation Cottrell préconisent de faire un dépistage dès l'âge de 8 ans. Il faut le faire le plus tôt possible. Plus c'est tôt, mieux c'est. Quoi. Alors ça se faisait à l'école, c'est très bien, mais on est d'accord, si on amène son enfant faire un suivi chez un pédiatre, enfin moi j'ai l'impression qu'il fait ça à chaque visite, chaque année à mes enfants, le pédiatre. Je suis entièrement d'accord. Mais tous les parents ne le font peut-être pas. Et en plus, il n'y a plus beaucoup de pédiatres en ville, donc c'est compliqué quand même. Mais si on va une fois par an chez le pédiatre, ça suffit pour dépister ça? Enfin, une fois par an, s'il est en dehors des maladies. Ça suffit, mais ça fait toujours partie de ce que devrait faire la médecine scolaire. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de médecins scolaires, j'exagère, mais encore moins que de pédiatres. Et plus beaucoup d'infirmières scolaires. Et puis surtout, leurs missions, elles ont explosé. Quoi. Alors, vous disiez que c'est très important de prendre en charge le plus tôt possible une scoliose. Mais pourquoi? Parce qu'une scoliose non traitée, ça peut vraiment être grave? Oui, alors en fait, la colonne vertébrale, c'est le pilier de votre posture. C'est ça qui va vous permettre d'être vertical. C'est ça aussi qui va donner appui à la cage thoracique. Donc, toute pathologie de la colonne vertébrale va agir sur votre posture, va agir sur la cage thoracique, va la déformer et va risquer de créer une limitation de la respiration. Et donc créer... C'est le risque principal le plus grave. Alors, le risque principal le plus grave. Oui, après, il y a bien sûr les douleurs à l'âge adulte parce que ça va... Si vous avez une scoliose, vous risquez d'avoir une usure plus précoce, de l'arthrose, des hernies discale de manière plus importante et surtout plus précoce. Vous avez également, alors ça paraît un peu curieux ce que je vais vous dire, mais la première plainte des adultes qui ont une scoliose, c'est le côté esthétique et l'estime de soi. Ah bon? Ils ne supportent plus en fait d'avoir cette déformation qu'ils voient tous les jours dans la glace, qui les gêne dans la glace. Ils voient qu'ils sont un peu tordus, ils voient qu'ils sont déviés. Et il y a des gens qui réclament. Enfin, moi je vois quelques adultes et il y a des gens qui réclament à 30 ans une chirurgie pour pouvoir gommer en fait ce côté-là. Et comment vous faites pour diagnostiquer une scoliose? Vous regardez juste le dos ou il faut passer des examens complémentaires? Alors, la première chose, c'est d'abord de dépister avec le médecin ou le kinésithérapeute qui s'y connaît un peu en scoliose. Enfin voilà, des professionnels de santé. Alors, on regarde ce que vous disiez, l'équilibre des épaules aussi. Une épaule plus basse, ça peut être un indicateur. Vous regardez également le signe de la lucarne. C'est quoi ça? Alors, c'est quand vous avez les bras le long du corps. En fait, vous avez un endroit, ça fait une lucarne, et l'autre, le bras est collé. Ça veut dire que vous êtes décalé en fait. Alors que normalement, voilà. Et donc, cette fameuse gibbosité quand vous penchez en avant. Et j'invite tous les auditeurs à aller regarder sur le site de la Fondation Cottrell. Ils ont fait un petit film où ils expliquent aux parents comment dépister la scoliose. Ça se passe à Berck, dans les Hauts-de-France. On se croirait sur une île. Le ciel est bleu, le sable est blanc. Et c'est super bien fait. Et ça permet aux parents, parce que faute de dépistage scolaire et chez le médecin, on n'y va pas tout le temps, et c'est la seule manière qu'on ait trouvé, c'est de proposer
proposer aux parents de le faire. Ça, c'est la première étape. Et après, j'imagine que vous faites quand même des radios, des IRM, j'en sais rien, pour vérifier quelle est la courbure et tout ça. Dès qu'on a un doute sur une scoliose, on va faire une radiographie du rachis total, c'est-à-dire tout le rachis d'un coup, de face et de profil. Et on s'est aperçu que les clichés qu'on faisait il y a 20 ans étaient un peu trop irradiants. Et on a mis en place, je me mets dedans, je ne sais pas moi, bien sûr, une technique qui s'appelle la technique EOS ou EOS, qui permet de limiter les rayons par 10 et qui a été inventée spécifiquement pour les scolioses. Alors je vais juste faire un petit cocorico, puisque c'est le prix Nobel de physique français, Charpak, aux arts et métiers à Paris, qui a mis en place cette technique grâce au professeur Dubousset, qui est un membre imminent de la Fondation Cottrell, et c'est lui, le professeur Dubousset, c'est lui qui a mis en place avec Cottrell, celui de la Fondation Cottrell, la chirurgie moderne de la scoliose qui est utilisée dans le monde entier aujourd'hui. Et est-ce que on sait si la scoliose, c'est pas simplement parce qu'un enfant ne se tient pas droit, parce que toute notre enfance, tout le monde nous dit tiens-toi droit. Sinon t'auras une scoliose. Voilà, exactement. C'est vrai ça ou pas? Alors non, c'est pas vrai malheureusement. Mais laissez tranquille vos enfants. Non, parce que ça vous évite d'avoir la fameuse hypersyphose. C'est quoi ça? C'est là quand vous êtes un peu trop en avant, avec les épaules rentrées. Les épaules en avant, rentrées, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, quand vous avez une scoliose, plus vous tenez droit, c'est une maladie de la verticale. Donc plus vous mettez sur la verticale, moins votre scoliose va évoluer. Et plus vous allez faire travailler vos muscles. Donc dire à un enfant par contre qui a une scoliose, tiens-toi droit, ça c'est important. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir trouver d'autres astuces parce que ça le sature un peu. On a Solange près de Périgueux sur Facebook qui nous demande alors, est-ce que le poids du cartable peut causer une scoliose? On est fixé aujourd'hui là-dessus ou pas? Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est encore une fausse croyance. On a longtemps cru que c'était le poids du sac mis sur une seule épaule qui créait la scoliose. Malheureusement, c'est pas ça, parce que ce serait très simple de le prévenir et de le traiter. Par contre, le poids du sac aujourd'hui, c'est un peu scandaleux. Moi, j'ai des petits bouts qui ont des 11 ou 12 kilos sur leur dos, notamment en entrée en 6e. C'est de la folie, alors, c'est vrai. Voilà, alors, moi, il faisait quasiment aussi lourd que lui. Voilà, ça va pas créer une scoliose, mais ça va décompenser des douleurs, notamment sur une scoliose. Et il y a un travail qui avait été fait par l'Éducation nationale, c'est ça qui est incroyable, dans les années 90, qui indique qu'il ne faut pas faire porter à un enfant plus de 10% du poids de son corps. Voilà. Et portez les sacs de vos enfants et c'est bien plus que 10%, c'est au moins 50% du poids de leur corps. Alors docteur, vous menez d'ailleurs des recherches sur les causes de la scoliose grâce au poisson zèbre, je crois. Expliquez-nous ce que vous cherchez avec ce poisson. En fait, c'est grâce toujours à cette fameuse Fondation Cottrell et aussi au Centre Marc Sauclé qui me laisse un temps important pour pouvoir faire des recherches au sein de l'association des paralysés de France Handicap. Et en fait, des études ont été faites chez l'animal qui montrent que chez le poisson zèbre, on peut avoir des scolioses même naturelles ou provoquées par des modifications de ce qu'on appelle le liquide cérébrospinal ou céphalorachidien. Ce liquide, c'est le liquide dans lequel baigne le cerveau et la moelle épinière, et il est toujours en mouvement. Il bouge de bas en haut et de haut en bas. Alors chez le poisson, c'est vers l'avant et vers l'arrière. Et nous, on a voulu vérifier si c'était validé chez les adolescents. Et on est en train de terminer une étude où on va mesurer ce mouvement de liquide par des IRM spécifiques. Et effectivement, on a trouvé des différences chez les enfants scoliotiques et les adolescents non scoliotiques qui pourraient valider ce modèle de poisson zèbre et peut-être ouvrir la voie à de nouvelles techniques de prise en charge ou en tout cas de compréhension et donc de meilleurs traitements pour les enfants. Dites-moi, comment ça se passe si notre enfant a une scoliose, le diagnostic a été posé, comment ça se passe ensuite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ensuite, tout dépend de la gravité et de l'âge de la scoliose. Si vous avez quelqu'un qui présente une petite scoliose à 17 ans, vous avez le rassurer, lui dire de faire du sport, de se tenir correctement, et puis ça suffira. Par contre, si vous avez une scoliose chez des enfants qui sont en pleine croissance, si la scoliose est grave, c'est-à-dire qu'elle commence à faire plus de 20 degrés, voire plus, là, on va commencer à mettre en place des séances de kinésithérapie, éventuellement aidés par d'autres éducateurs comme les ergothérapeutes, les podologues, les posturologues peuvent même aider sur des petites scolioses. On peut améliorer la posture. Et malheureusement, si ça ne se passe pas bien, on peut aller jusqu'à devoir mettre un corset que j'ai amené là. Voilà, vous avez amené un corset. Alors, il a l'air joli comme ça, mais il a l'air très rigide. Oui, en fait, surtout. Voilà, c'est quelque chose qui est dur, qui est en plastique, c'est du polyéthylène, et qui va mouler l'enfant dans la position de correction C'est comme maximale. Une armure, vraiment. Alors, c'est une armure. Alors, moi, je dis pas que c'est une armure, je dis que c'est un tuteur. Je donne l'image du plant de tomate qui se penche et qu'on met un tuteur en bois pour le redresser, c'est la même chose. Voilà, et vous portez cet objet combien de temps pour que ce soit efficace? Alors, le plus efficace, c'est notamment quand on a des scolioses importantes, c'est de le porter 23 heures sur 24 au départ. Wow. Et donc, petit à petit, on va pouvoir diminuer le temps de port à la maison, puis que la nuit, etc., jusqu'à l'arrêter. Et bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on va mettre
toute sa vie. C'est ce qu'on explique aux enfants parce que c'est notre psychologue. On a aussi une psychologue à la maison de la scoliose spécialisée en scoliose qui nous a dit attention, les ados, tu leur dis pas qu'un jour ça va finir ce traitement. Et ils pensent qu'ils vont l'avoir à vie. Oui, il faut leur dire. Très important. Un très petit mot très rapide, il y a une nouvelle technique de chirurgie parce qu'aujourd'hui on en perd très peu de scoliose finalement par rapport au nombre de scolioses. Voilà. 1%. Il y a une nouvelle technique de chirurgie qui arrive des États-Unis. Elle consiste en quoi, en quelques mots? Alors c'est au lieu plutôt que de bloquer la colonne vertébrale de haut en bas sur les endroits qui sont déformés, on va mettre un espèce de corset interne, c'est-à-dire qu'on va mettre un câble sous scopie à l'endroit où c'est le plus convexe et on va pouvoir, avec la croissance, comme un corset, réduire petit à petit la scoliose. Il faut bien sûr des indications très particulières puisque c'est des enfants qui sont jeunes, qui ont des scolioses très graves et qui sont rebelles au corset. Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications. C'était très clair. On a bien compris quels étaient les signes d'alerte et l'importance donc d'un suivi régulier de nos enfants pour prendre la scoliose en charge le plus tôt possible. Merci.